Bonjour et bienvenue à ce cours de révision et de consolidation des connaissances de la matière sciences de l'ingénieur, unité ATC, à fonction acquérir pour le compte des deuxièmes bacs. STE, sciences et technologies électriques. On va commencer par les capteurs, la première partie dans la chaîne d'acquisition. Donc, le système support sur lequel on va travailler, c'est un système de manutention magnétique. Il est extrait du baccalauréat sujet de rattrapage 2020. Donc, le système consiste à transporter des pièces métalliques d'une zone A vers une zone B à l'aide d'un électroaimant qui les soulève, les déplace horizontalement et les remet sur le convoyeur à rouleau C2. Donc, pour que le système puisse fonctionner indépendamment de toute intervention humaine, on trouve ici plusieurs capteurs. On trouve par exemple ici un capteur de position ou bien de fin de course D qui permet de détecter la position droite du chariot. Un autre capteur sur l'autre côté, G, qui permet de détecter la position gauche du chariot toujours. Deux capteurs de position également, H et B, pour la position haute et la position basse de l'électroaimant, dans ce sens, verticalement. On trouve également un capteur P1 qui permet de détecter la présence de la pièce pour pouvoir arrêter le moteur M1 lorsque la pièce est arrivée en face de ce capteur. Et de l'autre côté, on trouve un capteur similaire, le capteur P2, qui permet de détecter que la présence d'une pièce qui a été préalablement déposée par l'électroaimant. Donc, on va commencer par rappeler la représentation fonctionnelle d'un système automatisé, et en particulier le diagramme SAT. Un petit rappel, comment remplir le diagramme SAT, ou bien l'analyse descendante. On commence par répondre à la question « À quoi sert le système ?» ou bien « Que fait-il ?» Ceci permet de reconnaître la fonction globale du système qui est sous forme verbale, un verbe infinitif plus un complément. Ensuite, on essaie de répondre à la question sur quoi agit le système et ceci permettra de déterminer la valeur, la matière d'œuvre entrante, qui peut être soit un produit, soit une énergie ou bien une information. La troisième question à se poser, c'est dans quel but ceci permet de déterminer la valeur ajoutée. Donc, la matière d'œuvre sortante qui est égale à la matière d'œuvre entrante plus la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle ne peut être qu'une transformation, un déplacement ou un stockage. Il y a aussi des sorties complémentaires qui ne sont pas les sorties principales du système. Ce sont des sorties secondaires. Par exemple, ici, ça peut être des rebuts, des déchets, du bruit, etc. Et, bien évidemment, le système délivre des informations d'état à l'égard de l'opérateur pour observer le bon fonctionnement du système. Après cela, on répond à la question sous quelles conditions l'action sur la matière d'œuvre peut-elle s'opérer, et ceci nous permettra de définir les données de contrôle qui se formalisent par des données, l'énergie, soit électrique, soit pneumatique, soit autre, selon le système, des données de configuration, des données de réglage et des données d'exploitation. Et finalement, on répond à la question quels sont les éléments matériels qui réalisent cette fonction, et ceci définit le processus ou le système étudié. Et je rappelle bien évidemment qu'ici, il s'agit du diagramme de plus haut niveau, donc c'est le niveau A-0. On va appliquer tout ceci à notre système de manutention magnétique en suivant la même démarche. Répondant à la question à quoi sert le système, il sert à transporter une pièce ferromagnétique. C'est le A-0. Sur quoi agit le système? Il agit sur une pièce en position initiale. Dans quel but? Pour amener cette pièce qui est en position initiale vers une pièce finale, à savoir le convoyeur à rouleau C2. Donc, la valeur ajoutée, c'est le déplacement, comme vous pouvez le remarquer ici.
Ensuite, les données de contrôle, on trouve l'énergie électrique, le programme, les réglages et les consignes opérateurs. Et finalement, les éléments matériels qui réalisent cette fonction, c'est notre système qui est le système de manutention magnétique. Donc, avant d'aborder le propre des capteurs, nous allons commencer par rappeler les fonctions de base et la structure de la chaîne d'acquisition. Donc, la situation de la chaîne d'acquisition dans une chaîne d'information, elle est ici, en bleu, c'est la fonction acquérir. Si on essaie de disséquer cette fonction, on trouve des blocs, le capteur, l'amplificateur, le filtre et le convertisseur analogique numérique. Et ici, on retrouve des exemples de signaux qu'on pourrait retrouver à la sortie de chacun de ces blocs. Bien sûr, la grandeur physique à acquérir, elle est en entrée, et le signal numérique, il est en sortie. Donc, on va effectuer quelques rappels sur les capteurs. On va les présenter. Donc, déjà, les capteurs, ce sont l'interface entre le monde physique, température, vitesse, position, et le monde électrique. Un capteur, il délivre un signal électrique, image du phénomène physique que l'on souhaite traiter. Un capteur, bien, le signal électrique en sortie du capteur, il détermine son type selon une classification selon le type de signal sorti. Et ça sera soit un capteur logique ou bien tout ou rien, numérique ou analogique. Et finalement, un capteur, il est toujours associé à un circuit de mise en forme appelé conditionneur. La classification dont je viens de parler, en fonction de la nature du signal sorti, le signal sorti, il peut être soit logique, c'est-à-dire qu'il n'accepte que deux valeurs, soit 0, soit 1. Et dans ce cas, on aura un signal de cette forme-là. Soit le signal, il est numérique, c'est-à-dire que sa sortie, elle présente plusieurs valeurs, un nombre n, avec n, c'est un nombre fini et supérieur à 2. Et donc, on aura un signal de ce type. Ici, pour l'exemple, c'est 4 valeurs, n égale à 4. Et finalement, le signal peut prendre toutes les valeurs entre une valeur minimale et une valeur maximale. À ce moment-là, on parle de signal analogique et le capteur, il est appelé capteur. Comme ici, il est appelé numérique codeur et lorsque le signal il est logique, il est appelé détecteur. Donc, il pourrait avoir une allure comme celle-là, de telle façon qu'il prenne toutes les valeurs entre une valeur minimale et une valeur maximale. La représentation fonctionnelle d'un capteur, donc nous avons la fonction globale saisir et convertir. À l'entrée, la matière d'œuvre, c'est une grandeur physique, soit la variation d'une grandeur physique, soit le changement d'état dans le cas d'un capteur, d'un détecteur, c'est-à-dire logique. Le capteur, pour fonctionner, il a besoin d'une énergie. Et en sortie, il nous fournit une image informationnelle qui est soit un signal analogique, numérique ou logique selon le type de capteur. Et là, le processus, c'est un capteur lorsque c'est un signal analogique, c'est un détecteur lorsqu'il est logique, et c'est un codeur lorsque le signal il est numérique. Les caractéristiques des capteurs, on va les rappeler brièvement. On a d'abord l'étendue de mesure, c'est les valeurs extrêmes pouvant être mesurées par le capteur. La résolution, c'est la plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur. La sensibilité, c'est la variation du signal de sortie par rapport à la variation du signal d'entrée. Donc, exemple pour un capteur température qui a une sensibilité de 10 millivolts par degré Celsius. La précision, c'est l'aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie. Et finalement, la rapidité, le temps de réaction ou bien le temps de réponse, c'est la vitesse à laquelle un capteur il permet d'acquérir une donnée physique. Donc, pour mettre en œuvre tout ce qu'on vient de dire, on va commencer par identifier les différents capteurs du système de manutention magnétique. Donc, je ne vais pas reprendre l'image du système du début, puisque, si vous vous rappelez, on y trouvait 6 capteurs. Le capteur B qui permettait de détecter la position basse de l'électroaimant, le capteur H
permet la détection de la position haute de l'électroaimant, le capteur D, la position droite du chariot, G, la position gauche du chariot, P1, il permettait de détecter la présence d'une pièce sur le convoyeur C1, le convoyeur à rouleau, et P2, il permet de détecter la position d'une pièce sur le convoyeur à rouleau C2. Ici, le nombre d'états des différents capteurs, on remarque ici qu'ils sont tous 2 états, ça veut dire que ce sont des détecteurs. Dans les 4 premiers cas, ce sont des détecteurs de position ou bien de fin de course, et dans les 2 derniers cas, ce sont des détecteurs de proximité. Donc, toujours un rapide rappel, les détecteurs avec contact, on y trouve les boutons poussoirs. Ici, c'est une image qui montre des boutons poussoirs lumineux. Et leur symbole, on peut trouver 3 types, soit un capteur à fermeture, ou bien normalement ouvert, un capteur à ouverture, ou bien normalement fermé, et un capteur bipolaire qui contient les deux. Les détecteurs avec contact, toujours, on trouve le deuxième type, c'est les détecteurs à commande mécanique. C'est le cas des détecteurs B pour la position basse de l'électroaimant, H pour la position haute, D droite du chariot et G gauche du système. Et donc, ces capteurs, on les retrouve ici. Pardon. Donc, ces capteurs, différents types de capteurs ou bien de détecteurs à commande mécanique avec leur symbole qui est sous cette forme. On trouve aussi d'autres détecteurs qui sont commandés cette fois par la variation d'une grandeur physique comme la pression ou la température. Et dans ce cadre, on peut trouver des capteurs qui permettent de détecter un niveau de pression lorsqu'il est dépassé et il s'agit de pressostat. Sinon, on pourrait trouver d'autres capteurs qui permettent de détecter lorsque la pression descend en dessous d'un certain niveau, et dans ce cas, il s'agit de vacuostat. Également, il y a des capteurs, des détecteurs, puisqu'ils ils permettent de détecter 2 positions, qui permettent de détecter la température selon le seuil qu'elle a atteint, et dans ce cas, on parle de thermostat. Les détecteurs sans contact cette fois-ci. On trouve les détecteurs de proximité. Le premier type, c'est les détecteurs de proximité inductifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de détecter les pièces métalliques uniquement. Si la pièce n'est pas métallique, ce type de capteur, il ne convient pas pour l'utilisation. Et leur symbole, c'est celui-là. Détecteur, ça veut dire que sans contact. La bobine, elle permet de dire que c'est un détecteur inductif, et là, c'est la face sensible du capteur. Le deuxième type, c'est les détecteurs de proximité capacitifs. Cette fois-ci, ce sont des détecteurs qui permettent de détecter tout type d'objet, qu'ils soient conducteurs, isolants, transparents, liquides, solides, etc. Et donc, on a leur symbole, il est sous cette forme. Ici, c'est un capteur sans contact, ou bien un détecteur sans contact, et le condensateur permet d'identifier ou bien de dire que c'est un capteur capacitif, bien sûr, avec ici la face sensible du détecteur. Le troisième type, c'est les détecteurs photoélectriques et qui sont très utilisés dans l'industrie. Donc, ce type de détecteur, il commande l'ouverture ou la fermeture d'un contact à la rupture, c'est-à-dire lorsqu'il est rompu, le signal lumineux, il est rompu ou bien il est coupé, c'est ça la rupture, ou l'établissement, lorsqu'il y a un signal lumineux, de la liaison lumineuse entre l'émetteur et le récepteur. Donc, selon 3 cas de figure. Donc, déjà, on vient de voir qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et les 3 cas de figure, le premier qu'on appelle système barrage, l'émetteur et le récepteur sont distincts. Ils ne sont pas dans le même boîtier. Et donc, lorsqu'il y a passage d'un objet entre les deux, le rayon lumineux, il est rompu, là c'est la rupture, et donc le passage, il est détecté. Ici, le deuxième système, je reviens au premier, déjà la portée, elle peut être une longue portée, mais elle ne dépasse pas les 100 mètres. Pour le système réflexe,
L'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier et il y a un miroir ou bien un réflecteur, on dit aussi catadioptre, qui est sur la face opposée et qui permet de réfléchir le signal. Ce type de capteur, on l'utilise dans les portails automatisés. Et la portée de ce type de capteur, elle ne dépasse pas les 15 mètres. Et finalement, il y a le système de proximité qui permet que l'objet lui-même fasse office de réflecteur. C'est lui qui réfléchit le rayon qui vient de l'émetteur. Et vous remarquez que l'émetteur et le récepteur, ils sont dans le même boîtier. Et là, la distance de détection, elle est de quelques centimètres. Donc ici, nous avons quelques types de capteurs ou bien détecteurs photoélectriques, le symbole émetteur-récepteur et la représentation. On en arrive au codeur rotatif. Donc, avant cela, je voudrais revenir sur... on a déjà vu que les capteurs H, B, G et D de notre système de manutention, ça va être des capteurs de position ou bien de fin de course. Donc, le premier type, détecteur de position. Les capteurs P1 et P2, ce sont des capteurs de proximité. Donc, on est tenté de dire quel capteur utiliser pour ce cas. Donc ici, pour celui-là, la portée, elle est faible, et sachant que la portée qui est demandée dans le cahier de charge, elle est entre 200 mm, c'est-à-dire 20 cm et 80 cm. Donc celui-là, il est inadéquat. Celui-là, il a besoin d'une lentille réfléchissante. Celui-là d'un émetteur et d'un récepteur. Lorsque la pièce va venir ici, elle va couper le rayon. Donc, dans ce cas, on a utilisé un capteur à ultrasons qui permet une portée supérieure. On en arrive au codeur optique rotatif qui est un capteur numérique, c'est-à-dire qui fournit plusieurs valeurs supérieures à 2 et un nombre fini. Le principe, c'est un disque perforé qui tourne, qui est solidaire du mécanisme dont on veut contrôler la position, une LED qui émet une lumière vers un phototransistor, et ce phototransistor, il y a ici une électronique de mise en forme pour avoir un signal carré de ce type. L'aspect fonctionnel, le capteur ou bien le codeur optique. Le codeur optique, il permet de détecter un déplacement angulaire, saisir et convertir. Il a besoin d'une énergie électrique, c'est le codeur rotatif et il fournit en sortie un signal numérique. Et bien sûr, ce que je viens de dire, c'est comment le principe de fonctionnement d'un codeur optique, la LED, le disque perforé. Donc la lumière, soit elle passe pas, un phototransistor à la réception, un signal qui est à peu près sinusoïdal, et bien sûr qui est mis en forme par un circuit intégré à application spécifique pour finalement donner un signal parfaitement carré qui va être exploité par l'unité de traitement numérique. Les codeurs optiques rotatifs, donc toujours dans le cadre des capteurs optiques, les principales caractéristiques, c'est la résolution. La résolution, c'est le nombre de points par tour. On dit aussi que c'est le nombre de périodes par tour ou le nombre d'impulsions par tour, noté petit n. Donc c'est le nombre de petites fentes qui se trouvent sur le tour. Le mouvement, lorsque le codeur il est utilisé pour détecter un mouvement de rotation, on a, pour choisir la résolution adéquate, on a n égale à 360 degrés, bien sûr, c'est une rotation, c'est toute la rotation, sur la précision angulaire souhaitée, la précision de déplacement angulaire qu'on souhaite en degrés, fois le rapport de réduction qui est entre le disque, c'est le rapport entre la vitesse de rotation du disque du codeur et la vitesse de rotation du dernier pignon qui est raccordé au système à détecter. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement de translation,
on a la résolution, elle est égale au pas sur la précision linéaire, puisque c'est une distance en millimètres, fois le rapport de réduction ou bien le facteur de transmission. Donc ici, nous avons n, c'est la résolution du codeur, PA et PL, c'est les précisions angulaires en degrés ou linéaires en millimètres souhaitées, qui est souvent indiqué dans le cahier de charge fonctionnel. R, c'est le rapport de réduction entre la vitesse de rotation du codeur et celle du dernier pignon lié au système dont on désire détecter le déplacement. Et le pas, c'est le coefficient de transformation du mouvement de rotation en mouvement de translation en millimètres. Par exemple, dans un système vis-écrou, lorsque la vis fait un tour, le déplacement, le pas, il est égal, le déplacement de l'écrou, si c'est l'écrou qui se déplace, il est égal à un pas. Les codeurs optiques sont aussi caractérisés par leur fréquence de fonctionnement, et cette fréquence, elle est égale à 1 sur 60 fois grand N fois petit n. Avec grand N, c'est la vitesse de rotation de l'axe du codeur en tours par minute. Sinon, si on a une fréquence de rotation en tours par seconde, on ne divise pas par le 60. Donc on divise par 60 pour passer du tour par minute à tour par seconde. F, c'est la fréquence de fonctionnement du codeur en Hertz, et petit n, c'est la résolution du codeur. Remarque, lorsqu'il s'agit d'un codeur absolu, le calcul de n permet de calculer le nombre de pistes B selon la relation n égale 2 à la puissance B. Maintenant, appliquons tout ceci à notre système de manutention magnétique. Vous vous rappelez que la détection de la position haute et basse de l'électroaimant se faisait à l'aide de deux capteurs de position H et B. On veut changer, modifier cette solution constructive et la réaliser à l'aide d'un codeur, un codeur incrémental. Donc, ici, nous avons des capteurs position haute et basse de la position verticale de l'électroaimant. On va les remplacer par un codeur incrémental qui n'est pas représenté sur le schéma, mais qui est accouplé à la sortie du réducteur du moteur MT. D'accord ? Donc, n égale à 360, c'est la résolution du codeur qu'on a choisi. On va calculer par la suite la précision linéaire de déplacement de l'électroaimant. Le diamètre du tambour du treuil, il est égal à 200 mm. On va considérer que le tambour, le câble qui est enroulé sur le tambour, il est enroulé sur un seul tour pour avoir une certaine uniformité dans le calcul, le déplacement, le pas. Donc la précision de déplacement vertical, elle est selon la relation qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire ici, on avait n égale à le pas sur la précision linéaire fois r. Ici, dans notre cas qu'on vient de voir ici, le codeur il est monté sur le réducteur, donc r égale à 1. Donc, ce qui donne que la précision linéaire, c'est le pas sur n, soit 1,75 mm. Donc, ce sera la précision de déplacement de l'électroaimant. Donc, c'est une bonne précision. Et merci pour votre attention.